Bona tarda a tothom. És un plaer tenir aquí a Bertran Tavernier per arrencar aquesta retrospectiva Carta Blanca. Ja sabeu que és una fórmula que fem sovint i amb ell doncs, també li vam proposar doncs, que escollís una sèrie de pel·lícules d'ell i una sèrie de pel·lícules alienes, i aleshores el resultat doncs, és aquest cicle, Bertran Tavernier, el cinema i res més. Vull dir des del punt de vista de la Filmoteca també que Bertran Tavernier no només és un gran realitzador, no només és un gran reivindicador de la història del cinema, sinó que és president de l'Institut Lumière, que és una de les entitats, diguéssim, afins a l'esperit de conservació de les cinemateques. I per aquest motiu, per tots aquests motius, és pel qual Tavernier és un cineasta molt proper en aquesta casa i en l'esperit que defensem. Dit això, teniu la paraula, el teniu a la vostra disposició i jo faré la traducció, si cal. Per què li interessa tant el tema de la guerra i per què ha fet tantes pel·lícules sobre diferents conflictes bèl·lics? Pourquoi tu es particulièrement intéressé sur le sujet de la guerre et pourquoi tu as fait de films sur ces sujets dans différentes époques et périodes historiques? Je ne sais pas. No ho sé. J'ai pas l'impression que j'ai fait beaucoup de films sur la guerre. J'ai fait un film sur les conséquences de la guerre, qui était La vie et rien d'autre. No tinc la impressió que n'hagi fet tants. De fet, he fet una pel·lícula sobre les conseqüències de la guerra, que és La vie et rien d'autre. J'ai fait un film sur ce que c'était que de faire du cinéma dans un pays occupé, mais qui n'était plus un pays en guerre, sauf pour la résistance. He fet una pel·lícula sobre què representava fer el cinema en un país ocupat, però que no estava en guerra, excepte per la resistència, es refereix a laissez-passer. Les deux seuls films de guerre que j'ai faits, c'est Capitaine Conan, oui, qui est un film de guerre. Els dos films que he fet sobre la guerra, de fet, són Capità Conan, que és una pel·lícula de guerra. Et La princesse de Montpensier, qui parle des guerres de religion. I La princesse de Montpensier, que parla de les guerres de religió. Sauf que La princesse de Montpensier, c'est d'abord une histoire d'amour. Excepte que en aquest cas, sobretot, és una història d'amor. Et que Capitaine Conan, ça participe un petit peu de ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de parler de moments, d'histoire, ou de professions, ou d'époques, ou de métiers qui sont peu connus. I en el cas de Capità Conan, a més es dona la circumstància que és una pel·lícula feta per parlar, com faig habitualment, del moment, de períodes, d'històries o d'oficis que són poc coneguts. Il n'y avait jamais eu un film sur l'armée d'Orient. Mai s'havia fet una pel·lícula sobre l'exèrcit d'Orient. À ma connaissance, je ne me souviens pas d'images qui me montrent que d'abord les soldats n'étaient pas en bleu mais en kaki, et que les décors, c'était pas les tranchées debout, c'était des paysages de western américains. No me'n recordo d'haver vist mai imatges d'aquest període de la guerra on els uniformes dels soldats francesos no fossin blaus, sinó caquis, i on el decorat no fossin les habituals trinxeres plenes de fang, sinó pràcticament un paisatge de western americà. Ah ben j'oubliais que j'ai fait aussi un documentaire sur la guerre, qui est La guerre sans nom. També vaig fer un documental, oblidava, que és un documental sobre la guerra d'Algèria, que es diu La guerre sans nom. Mais là encore, comme La vie rien d'autre, c'est un film sur les conséquences de la guerre, puisque les gens parlent de la guerre d'Algérie 30 ans après. Però, un cop més, igual que passava amb La vie rien d'autre, no és una pel·lícula sobre la guerra, sinó sobre les conseqüències, perquè és una pel·lícula sobre gent que parla sobre aquell període 30 anys després. Ça m'intéresse de parler des conséquences. El que m'interessa és parlar de les conseqüències. Oui. Et le reste, moi, un peu tout. J'ai fait le moteur de mes films, c'est que j'ai voulu découvrir quelque chose, apprendre quelque chose que je ne connaissais pas.
M'interessa parlar de les conseqüències i el motor de les meves pel·lícules és parlar sobre coses que jo no coneixia abans. Alors ça peut être une époque, un événement historique. Pot ser una època, un esdeveniment històric. Ça peut être un monde que je ne connaissais pas, les instituteurs d'école maternelle. Je ne savais rien dessus avant de commencer un film. Pot ser una època, un esdeveniment, personatges com els institutors, els professors d'escoles secundàries, que no tenien absolutament ni idea de la seva existència, de com eren. Ça peut être le monde de l'adoption dans Oli Lola. El món de l'adopció a la pequeña Lola. Ça peut être la Louisiane du Sud dans In the Electric Mist. Pot ser la Louisiana del Sud a la bruma elèctrica. Moi, j'ai fait des films parce que j'avais envie d'apprendre. He fet pel·lícules perquè tenia ganes d'aprendre. Seguint amb aquesta qüestió, li volia preguntar, vostè és un dels directors més cinèfils, la seva cinefília és molt coneguda i bueno, se sap que és un gran teòric i un gran coneixedor del cinema, sobretot del cinema americà. Altres directors cinèfils construeixen la seva carrera de vegades a partir de la reproducció, la imitació d'altres directors amb una personalitat pròpia. Estic pensant en Tarantino, de Palma. En canvi, vostè és un director que no ha construït la seva cinefília a partir de la imitació d'altres autors. De quina manera la cinefília que batega en la seva sang, la seva mirada, es transmet al seu cinema? Il parle de ta cinéphilie, alors qu'il y a d'autres metteurs en scène, comme cité spécifiquement Tarantino, qui ont construit sa carrière sur la reproduction, sur l'imitation, sur l'hommage d'autres films. Comment ta connaissance de l'histoire du cinéma se reflète dans ta carrière comme cinéaste? D'abord, je voudrais casser un peu un mythe qui est faux. Il y a eu des metteurs en scène cinéphiles très tôt dans le cinéma. Voldria trencar d'entrada un mite. Hi ha hagut directors cinèfils molt aviat en la història del cinema. Louis Deluc. Louis Deluc, per exemple. Était d'abord critique, historien du cinéma, avant d'être réalisateur. Per exemple, Louis Deluc, que era crític i teòric abans que realitzador. Dans le cinéma français, des gens comme Pierre Chenal ou Edmond Tégréville ou Jean Sacha étaient des gens qui écrivaient ou fondaient des revues de cinéma en 1930, en 29, 28, 29, 30. En el cas del cinema francès, a més de Deluc, doncs hi havia Pierre Chenal, Gréville, Jean Sacha, que van fundar fins i tot revistes de cinema entre el 1929 i 1932. Récemment, on vient de sortir en France un livre qui regroupe les articles critiques écrits par Marcel Carné. Acaba d'aparèixer a França un llibre que recull els articles crítics de Marcel Carné. Voilà, donc les metteurs en scène cinéphiles n'ont pas commencé avec la Nouvelle Vague ou Tarantino. El que vull dir és que els directors cinèfils no van començar amb la Nouvelle Vague ni amb Tarantino. Ouais. Il y avait des metteurs en scène qui voyaient beaucoup de films déjà bien avant ça. Maintenant, moi, quand je fais un film, je suis plus du tout cinéphile. I d'altra banda, el que vull dir és que quan jo faig les meves pel·lícules no sóc gens cinèfil. Je ne m'intéresse pas à des références, je ne cherche pas à faire des hommages. La seule chose qui m'intéresse, c'est le sujet du film, les personnages, mais le reste, je veux dire là, jamais... J'ai traduit ça. Quan rodo el que m'interessa són el tema i els personatges. No són gens cinèfils i no busco ni les referències ni els homenatges. Oui, c'était même au départ, je l'ai lu dans son livre de souvenirs, c'était une chose au début qui faisait peur à Philippe Noiret. Això és una cosa que fins i tot li feia por a Philippe Noiret i de fet ho vaig descobrir quan vaig llegir el seu llibre de memòries. C'est que je sois cinéphile au point que
la connaissance que j'avais du cinéma vienne bloquer le dialogue avec un trop grand nombre de références. La por que tenia en Noguer, i ho explica en el seu llibre de memòries, és que jo fos massa cinèfil i que aleshores aquesta cinefília bloquegés la relació amb ell a través de les referències. Et il écrit que ce qui l'a vraiment surpris, ce qui lui a beaucoup plu, c'est que je n'ai jamais fait dans le travail avec lui la moindre référence à un autre film. On ne parlait vraiment que du cœur du sujet ou du personnage. I segueix les seves memòries dient doncs, que ell pot donar fe que mentre treballàvem amb les pel·lícules que vam fer plegats mai vaig citar cap pel·lícula d'un altre realitzador. Només parlàvem i ens concentràvem amb el tema i els personatges de la pel·lícula que estàvem rodant. Arran de la resposta que ha donat abans sobre que ell fa pel·lícules per aprendre i sovint de... No se sent? Vale, perdó. I sovint de temes dels que potser no en sap res o ben poc, m'agradaria que expliqués una mica quins són els ressorts perquè ell s'interessi precisament per una història, per voler-la fer, com li arriben a aquestes pel·lícules? Són algun encàrrec, algú que ell llegeix, no sé, què és el que et cita la seva curiositat? On està l'espurna que el motiva a escollir algun d'aquests projectes? Depuis ta réponse, que ce qui t'intéresse, c'est d'apprendre de nouveaux sujets avec tes films. Quel est le moteur qui déclenche cet intérêt? Et ce sont de choses qui t'arrivent, que tu lis dans le journal? Il y a tout peut arriver. Ça peut être un directeur d'école maternelle qui me raconte une histoire. Tot és possible, per exemple, des d'un director d'una escola moderna doncs, que m'expliqui una història. Et tout d'un coup, je me dis que ce qu'il est en train de me décrire, je ne l'ai jamais vu dans un film. I de cop i volta me n'adono que allò que m'està explicant mai ho he vist en una pel·lícula. Et je me dis en même temps, comment est-ce que je le filmerais, ça? I al mateix temps, la pregunta que em sorgeix immediatament és com filmaré tot això? Ça peut être ça, le départ. Ça peut être quand je rentre dans, comment on dit, une algéco, une espèce de cabane, là, une cabane. Quan entro en una cabana. Là, où travaillent des policiers. El treball dels policies. Et que, je sais pas, j'ai le souvenir que le Premier ministre a dit que la priorité était la lutte contre la drogue. Recordo quan el primer ministre va dir que la prioritat era la lluita contra la droga. Et je vois des gens travailler dans une cabane où il pleut. I el que jo veig doncs, és gent treballant dins d'una cabana on plovia. L'ameublement de la cabane, c'est que du matériel qu'ils ont récupéré, du matériel de récupération. Il n'y a pas une chaise qui est pareille. No hi havia ni una sola cadira que fos igual que les altres, tot era material recuperat. La plupart de ces gens ne sont pas formés. La majoria d'aquesta gent no estava formada. On ne leur a pas expliqué comment travaillaient les dealers africains, quelle était la différence entre les Zaïrois, les gens du Niger ou les Maliens. No tenien ni idea de quines eren les diferències segons les diverses ètnies africanes, quina diferència hi havia entre un senegalès o un de Mali. Oui. Et voilà, ils doivent se débrouiller à faire appliquer une loi que l'État lui-même n'applique pas. I a partir d'aquí s'havien de buscar-se la vida i al mateix temps aplicar una llei que l'Estat no aplica. Par exemple, la loi, je le découvre en travaillant avec ces policiers. Jo descobreixo aquesta llei treballant amb aquests policies. La loi oblige, quand on arrête un toxicomane, la llei obliga que quan es detén amb un psicòman, qu'on l'emmène voir un docteur pour qu'il soit hospitalisé. El porten a veure un metge perquè sigui hospitalitzat. Sauf qu'il n'y a pas eu de construction de places dans les hôpitaux, donc on ne peut jamais les accueillir. Però al mateix temps la paradoxa és que en els hospitals no hi havia unitats destinades a acollir aquest tipus de pacients i per tant no podien ser atesos. Que la moitié des docteurs ne sont pas été formés pour traiter des overdoses. La majoria de metges tampoc estaven formats per tractar les sobredosis. Qu'il n'y a pas l'argent pour qu'ils fassent un vrai
constat médical. I tampoc n'hi ha diners perquè facin un veritable atestat mèdic. Donc ils donnent des comprimés. I, per tant, l'únic que fan era donar-los unes pastilles. L'examen médical prescrit dans la loi se réduit à 2 minutes de rencontre. I, per tant, l'examen mèdic prescrit per la llei es reduïa amb unes trobades de 2 minuts. Et on va jeter ce type en prison, où généralement il sera séropositif et il contribuera à la propagation du sida. I aleshores aquesta persona el que acabarà és a la presó, probablement siguent seropositius, i l'únic que farà serà contribuir a la propagació de la sida. Pour ne pas dire non plus qu'il va contribuer au deal de drogue à l'intérieur de la prison. Al mateix temps que, sense dubte, seguirà contribuint a la distribució de drogues dintre de la presó. Donc la loi et personne, ni au ministère de la Justice, ni de la Santé, ne regarde si la loi est appliquée ou pas. I, per tant, ni el Ministeri de Justícia ni el de Sanitat controlen que la llei sigui o no aplicada. Parce que tout le monde est content, c'est le début de la politique policière par statistique, c'est quand on a mis une croix une barre dans une case, on pense que l'affaire est résolue. Era al principi de... Està parlant del 6/7, diu era al principi del moment de les estadístiques de la policia, on es creia que simplement col·locant una creu en una casella, amb això ja n'hi havia prou per resoldre els problemes. Et ensuite, Nicolas Sarkozy a énormément aggravé cette politique, qui est une politique de statistique qui ne correspond en rien à la réalité. I després d'això va venir Sarkozy, que encara va empitjorar més perquè va desenvolupar aquesta política d'estadístiques que no correspon per res a la realitat. Et comme ce film a été très très bien reçu par les policiers de terrain, et le 627, j'en rencontre souvent qui me disaient « Mais moi, on me donne l'ordre de faire baisser les taux de criminalité. Et c'est très simple. Je supprime les chaises dans mon commissariat. Je retire les chaises. Et quand je retire les chaises, tous les gens âgés qui viennent pour se plaindre d'une attaque, d'une vol de carte bleue, d'un vol d'un sac, ils ne veulent pas faire la queue debout. Donc ils repartent. Et il me dit, je gagne 15% de taux. Mais moi, policier, je sais qu'ils existent, ces crimes. Je sais. Mais le ministère peut dire que les chiffres baissent. Voilà. Voilà tout ce qu'on découvre quand on fait un film. Aquesta pel·lícula, el 6/27, va ser molt ben rebuda pels policies de base perquè realment s'hi sentien molt identificats. El que passa és que la realitat amb la qual es confronten és que en les comissaries el que es feia o el que es fa és retirar les cadires del lloc de les denúncies perquè d'aquesta manera la persona gran o la persona cansada que l'han atracat o que ha patit algun tipus de problema no vol fer la cua dreta i aleshores se'n va i no presenta la denúncia. D'aquesta forma baixa un 15% el nivell de denúncies, la qual cosa queda molt ben reflectida i millora les estadístiques, però en canvi aquests policies de base saben que el problema existeix, el que passa és que no transcendeix. És l'autor d'un llibre que es diu 50 anys de cinema americà, que és una obra personal i enciclopèdica en coneixements de cinema al mateix temps. No? Jo em pregunto si el coneixement enciclopèdic del cinema americà l'ha ajudat com a director o potser saber massa pot ser paralitzant a un director. Tu es l'auteur de 50 ans de cinéma américain. C'est un livre encyclopédique de référence. Est-ce que ça t'a aidé pour tourner tes films ou ça te bloque un peu pour cette histoire de ne pas entrer dans le jeu de référence? Ça m'a aidé à faire des films vraiment français. M'ha ajudat a fer pel·lícules realment franceses. Parce que j'ai compris que la force des films américains que j'aimais, c'est qu'ils étaient vraiment américains.
perquè el que vaig descobrir és que la força que hi havia darrere aquestes pel·lícules americanes que m'interessaven és que eren realment americanes. Et que ce n'étaient pas des imitations de films américains. Que no eren imitacions de pel·lícules americanes. Et que, oui, ce que j'aimais en eux, c'était que je sentais le pays. Jo en allà sentia el país, el seu país. Que ce soit des films critiques ou des films qui soient héroïques. Ja fossin pel·lícules crítiques o pel·lícules heroiques, indistintament. Oui. Et puis, je découvrais qu'il y avait des commandements à Hollywood que les grands metteurs en scène transgressent. I després vaig descobrir que a Hollywood hi havia unes ordres que els directors transgredien. Et que moi, j'ai toujours, mais dès le premier film, que j'ai toujours transgressé. I que jo també, des de la meva primera pel·lícula, vaig transgredir. Par exemple, le principe de résolution, que tout dans un film doit être résolu. Per exemple, el principi de resolució, de que en una pel·lícula tot havia de quedar resolt. Moi, mes films ont toujours été ouverts, ont toujours eu des fins ouvertes, des fins qui soient pas vraiment conclusives. Les meves pel·lícules sempre han tingut finals oberts, finals que no siguin conclusius. Le principe d'identification, qu'il faut que le spectateur s'identifie totalement avec le héros. Moi, j'ai souvent beaucoup de personnages, et souvent le héros qui fait des choses qui sont condamnables. Un altre principi que he transgredit és el principi d'identificació. De vegades els meus herois són exemplars, però al mateix temps fan coses absolutament condemnables. Voilà. Donc, oui, non, je pense que d'une certaine manière, plus je travaillais sur le cinéma américain, plus j'avais envie de faire des films français. En resum, jo tinc la impressió de que cada vegada que... Quan més pel·lícules americanes veig, més ganes tinc de fer pel·lícules franceses. Hola. Abans ens ha explicat això, que els policies francesos van rebre molt bé la seva pel·lícula. M'agradaria saber, vostè que ha fet pel·lícules molt relacionades amb la societat, quin efecte han tingut en la societat? Hi ha hagut alguna reacció que l'hagi sorprès per part de polítics sobre el seu cinema, per exemple, en pel·lícules com Hoy empieza todo? Outre que l'exemple de policier avec 607, quelle a été la répercussion sociale de tes films, par exemple, sur Ça commence aujourd'hui, quelle a été la réaction? Le Premier ministre, Lionel Jospin, à qui j'avais montré le film, l'avait trouvé trop noir. Je pense que c'est lui qui avait une vision trop rose. Et 3 ans après, le Parti socialiste, qui n'avait pas prévu du tout ce qui allait arriver, perdait les élections dans le Nord. En el cas de Ça commence aujourd'hui, jo li vaig mostrar la pel·lícula a Lionel Jospin, el primer ministre, i la va trobar massa negra. Jo crec que era ell el que ho veia tot massa de color rosa, perquè de fet 3 anys després, quan hi van haver-hi les properes eleccions, el Partit Socialista va perdre les eleccions en el nord de França, on transcorre la pel·lícula. Tous les gens qui ont vu du ministère, qui ont vu Quai d'Orsay, ont dit que c'était un des films le plus justes qui avait été fait sur le fonctionnement d'un cabinet politique du ministère des Affaires étrangères, que c'était totalement juste. Tothom que ha vist Quai d'Orsay està d'acord en dir que és la visió més propera i més justa del que és el gabinet d'un primer ministre. Et ça parlait d'un ministre des Affaires étrangères qui avait peut-être un comportement un peu délirant, mais au moins qui n'était pas le domestique des Américains. Ce que le ministère est devenu sous Sarkozy et François Hollande. En el cas del Ministeri de Quai d'Orsay, retratat per el Ministeri d'Afers Estrangers, retratat per Quai d'Orsay, és cert que el meu retrat del ministre és una mica delirant, però d'altra banda també el que és cert és que mai va ser un servidor dels Estats Units, cosa que no es pot dir el mateix dels governs de Sarkozy i d'Hollande. Il y a une différence entre le discours que prononce le ministre à la fin de mon film, qui est un discours extraordinaire.
hi ha una diferència entre el discurs que pronuncia el ministre al final de la meva pel·lícula, que és un discurs extraordinari, et les positions récentes du Quai d'Orsay, qui s'est toujours, à cause du président de la République, qui s'est toujours plié au changement de politique des Américains. hi ha una gran diferència entre el que es veu a la pel·lícula i aquell retrat que jo feia d'un ministre en concret i la situació actual on els ministres d'Afers Estrangers estan plegats en els designis dels interessos nord-americans. Mais j'ai fait des films qui ont eu souvent des conséquences très précises sur le terrain. Sovint he fet pel·lícules que han tingut conseqüències molt precises sobre el terreny polític. J'ai fait le documentaire que j'ai mentionné sur la guerre d'Algérie a fait qu'après une projection, le ministre des Anciens Combattants a dit en effet que la guerre d'Algérie c'était une guerre. C'était la première fois qu'un ministre prononçait le mot guerre à propos des événements d'Algérie. Per exemple, en el cas del documental que he mencionat abans, la guerra el nom, sobre la guerra d'Argèlia. Après une projection, oui. La primera projecció amb el ministre d'Antics Combatents doncs se'n va donar compte del que jo denunciava amb la pel·lícula i per primera vegada va pronunciar el nom de guerra. Obro parèntesis, la guerra d'Algèria no va ser reconeguda com a tal guerra per part de les autoritats franceses i per tant tots les víctimes, antics combatants, etc., es van veure no reconeguts pels possibles beneficis de combatre amb una guerra fins que el Ministeri ho va reconèixer com a guerra. Je ferme la parenthèse. Oui, oui. Et du coup, ça a été reconnu comme guerre, ce qui a changé la situation sociale de tous les gens qui l'avaient faite. I aquest reconeixement com a guerra va canviar absolutament el reconeixement social de la gent que hi havia participat. Oui, parce que je ne vais pas rentrer dans des précisions qui sont là, mais c'était une situation kafkaïenne, la situation des gens qui avaient fait la guerre d'Algérie. Si vous aviez été dans la gendarmerie pendant la guerre d'Algérie, vous aviez fait une guerre. Si vous étiez appelé, si vous étiez forcé à faire votre service militaire, ce n'était pas une guerre. Donc, vous n'aviez pas le droit, quand vous étiez blessé, d'avoir une pension de guerre. Même si vous aviez perdu une jambe dans un bombardement avec des avions. No entraré en detalls, però era una situació kafkiana, és a dir, els soldats de lleva que eren enviats a Argèlia i combatien, doncs i eren ferits, no tenien cap mena de reconeixement com a ferits de guerra. Fins i tot, si havien perdut una cama amb un bombardeig aeri, allò, com que no era una guerra, no tenia repercussió sobre les seves pensions. J'ai fait un film sur la banlieue, un documentaire sur la banlieue. Alors là, Lionel Jospin a réagi très vite. Il a envoyé des messages précis. L'électricité de France a changé le contrat de tous les habitants de la cité que j'avais filmée et a donné 9 millions pour réhabiliter la cité. Un altre documental que vaig fer sobre la banlieue, que es diu Au-delà du Périph', Lionel Jospin va reaccionar immediatament i va enviar uns missatges molt precisos. Per exemple, l'electricitat francesa va canviar els contractes de tota la gent que vivia en el barri que jo retratava a la pel·lícula i va donar uns diners per a la seva rehabilitació. Et les jeunes ont obtenu un terrain de foot. I els joves van obtenir un camp de futbol. Et j'ai participé à un film collectif contre les mines antipersonnelles dans lequel Fernando Trueba a fait un épisode. Vaig participar en una pel·lícula col·lectiva sobre les mines antipersones, en el qual Fernando Trueba va fer un altre dels episodis. Et ce film collectif a fait que les députés français ont voté une loi pour interdire la fabrication, la diffusion, la vente des mines antipersonnelles, à la vision de ce film. El
com a conseqüència d'aquesta pel·lícula doncs es va promulgar immediatament una llei que prohibia la fabricació i difusió de les mines antipersones com a conseqüència d'aquesta pel·lícula. És admirable això que explica sobre la potència que té el cinema, perquè és que, per exemple, aquí a Espanya això no passa, no? Portem a la indústria cultural que fa 4 anys que està demanant que baixin l'IVA cultural i no es baixa, i s'han fet documentals i coses i no ha tingut aquesta incidència. A mi me sorprèn bastant, no? Però vaja, per altra banda és una sana enveja. Les surprises que cette répercussion n'a pas le même effet en Espagne. En Espagne, il y a d'autres problèmes comme le TAV culturel sur le 21%, c'est le plus cher de l'Europe. Le cinéma n'a pas cette puissance que vous racontez en France. Moi, ça commence aujourd'hui. On m'avait dit que ça avait eu une répercussion en Espagne, qu'il y avait eu des discussions. Après, ça commence aujourd'hui. Même le roi avait voulu voir le film. Bueno, a mi em van dir que s'ha començat a dir que havia tingut una certa repercussió a Espanya, que inclús el rei, que fins i tot el rei havia volgut veure la pel·lícula. Ouais. Mais je peux pas, mes films ne peuvent pas résoudre les problèmes dans tous les pays. Però les meves pel·lícules, malauradament, no poden resoldre els problemes de tots els països. Et je ne fais pas des films pour résoudre les problèmes, je fais des films pour poser les questions. I jo no faig pel·lícules per resoldre problemes, faig pel·lícules per plantejar preguntes. Jo voldria també que expliqués una mica la seva experiència dins del cinema americà, perquè malgrat que vol fer molt pel·lícules franceses, ell ha treballat no tant en la indústria de Hollywood, imagino que ha sigut més coses en l'àmbit del cinema independent. No sé, Road Midnight és una meravella, o jo recordo una que va fer amb el Tommy Lee Jones, ara no me venen més, però m'agradaria que expliqués una mica les seves experiències dins d'aquesta indústria. Quelle était ton expérience dans les tournages en Amérique, Round Midnight ou dans la prime électrique? Round Midnight a été fait comme un film français. Hein. C'est ma société qui l'a produite. C'est Little Bear, ma société, qui l'a produite. Et c'est vraiment un tournage d'un film français qui s'est trouvé, comme ça, de temps en temps, devoir tourner quelques scènes aux États-Unis, mais ce n'était pas un film américain. La Warner ignorait pratiquement qu'on tournait ce film. De toutes les façons, il était fait pour un prix tellement bas que je crois qu'ils s'en sont aperçus qu'ils avaient un film sur des noirs que quand il y a eu la sortie de Color Purple. Round Midnight, de fet, no és una pel·lícula americana, és una pel·lícula de producció 100% francesa, és la meva companyia Little Bear, que la va produir, i algunes escenes van rodar als Estats Units, però d'altres a França. De fet, en cap moment va ser una pel·lícula americana i la Warner la va ignorar, i de fet no se'n va donar que entre mans tenia una pel·lícula sobre negres fins que no es va estrenar El color púrpura de Steven Spielberg. J'avais un très bon producteur américain qui était Irwin Winkler. El que sí és cert és que tenia un molt bon productor americà, que era Irving Winkler, qui avait compris que la seule manière de s'en sortir avec le petit budget qu'il me donnait, c'était en effet de le faire comme un film français. que de seguida se'n va donar compte de que l'única manera per la qual la pel·lícula podia tirar endavant era fer-lo, amb el petit pressupost que teníem, era fer-lo com si fos una pel·lícula francesa. Et si on le faisait comme un film américain, automatiquement, tout le monde allait demander plus d'argent. Les techniciens, les trucs comme ça. Et je vais donner un exemple très marrant. Exactement en même temps que Round Midnight, il y a Prince qui tournait à Nice un film qui doit s'appeler Under the Cherry Moon, non? Le premier film de Prince. Purple Rain. C'est Purple Rain? Le premier... Under the Cherry Moon, je crois, le premier film avec Christine Scott Thomas, le premier film réalisé, pas bon. Eh bien, le salaire du décorateur de ce film à Nice, et je connaissais le décorateur, c'était un technicien de studio pas très talentueux. Il était payé 3 fois plus cher qu'Alexandre Trauner sur Round Midnight. Alexandre Trauner qui avait 3 Oscars. 3 Oscars. C'est vous dire que la différence, voilà, ça vous explique que j'ai pu faire le film librement et sans aucune pression de la part du studio.
Posaré un exemple sobre els sous de la pel·lícula. Al mateix temps que jo rodava Round Midnight, Prince rodava a Niça Under the Cherry Moon. El decorador de la seva pel·lícula era un decorador d'estudi, no massa, diguéssim, de no massa talent, i cobrava 3 vegades més que el meu decorador, que era Alexander Troner, que era un decorador que en aquell moment ja tenia 3 Oscars. I, per tant, aquesta diferència és la que em va fer sentir molt més lliure a l'hora de rodar la pel·lícula. Et In the Electric Mist, ça a été une expérience beaucoup plus dure parce que j'ai eu des problèmes avec le producteur américain que j'avais choisi. In the Electric Mist, la bruma elèctrica, va ser una pel·lícula bastant més complicada perquè vaig tenir problemes amb el productor americà que jo mateix havia escollit. J'ai raconté, moi, le tournage dans un livre que j'ai écrit. J'ai raconté. Jo he explicat el rodatge d'aquesta pel·lícula amb un llibre que jo mateix he escrit. Et qui s'appelle Pas à pas dans la brume électrique. El llibre es diu Pas a pas a la bruma elèctrica. Et on a fait à la fin, on a fait un arrangement qui faisait que, d'une certaine manière, je gagnais. Je pouvais faire ma version pour le monde entier et que lui avait sa version pour les États-Unis, le producteur. I al final vam arribar a un acord que a mi em beneficiava, que és que jo tenia els drets per fer la meva versió a tot el món i en canvi ell es reservava els drets pels Estats Units. Et que je possède le négatif. I que ell, Bertrand Tavernier, es quedava amb el negatiu. Voilà, ça a été des mois de bataille et ça a été éprouvant, cette bataille éprouvant, mais moi je suis très fier de ma version. Va ser una veritable batalla, però jo estic molt content de la meva versió. Peut-être ça serait intéressant que tu racontes que pendant le tournage, tu avais quelqu'un de la production qui contrôlait la façon de tourner, même le j'avais des discussions, j'avais des discussions complètes tout le temps avec le monteur, avec le producteur, qui trouvait que je tournais des plans trop longs, que je devais plus me couvrir. No, jo li preguntava que expliqués els problemes que havia tingut amb el rodatge, perquè tenia una persona de producció al costat que li controlava el material que rodava, i diu que efectivament tant el productor com el muntador li deien que rodava preses massa llargues i que de fet a les determinades escenes que faltaven preses amb les quals s'havia d'haver cobert per tenir totes les perspectives, que és el sistema de rodatge americà i que ell no utilitza. Et qui était intéressé, qui se polarisait que sur des choses qui pour moi étaient des détails sans importance. I les discussions, en canvi, es polaritzaven sobre coses que per ell eren fonamentals i per mi eren detalls sense importància. Par exemple, il me reprochait de n'avoir pas filmé un insert d'un écriteau indiquant que la boutique de pêche appartenait à Dave Robichaud, donc au personnage que jouait Tommy Jones. Per exemple, em retreia que no havia rodat un primer pla d'insert d'un cartell que assenyalava que una botiga de pesca pertanyia al personatge protagonista de la pel·lícula que interpreta Tommy Lee Jones. Alors que moi, je me disais que si on voit Tommy Lee Jones qui propose des bières, qui vend des trucs, dans son droit, on peut supposer que c'est à lui. I en canvi jo deia, si es veu en una escena que Tommy Lee Jones està darrere el taulell venent cerveses i venent d'altres coses, se suposa que ell és el propietari. I per tant era innecessari l'altre pla. No? Sans mettre un écriteau. No, i no calia posar-hi el cartell. C'était que des discussions comme ça. Eren unes discussions com aquestes una darrere l'altra. J'avais tourné une scène de bagarre, caméra à la main, que j'avais faite en un seul plan. Hi havia una escena d'una baralla que jo havia rodat amb una sola presa. Parce que je voulais que l'irruption de la violence soit subite. Perquè jo volia que l'irrupció de la violència fos súbita, repentina. Et comme c'était un plan compliqué, à un moment, dans la meilleure prise, il y avait ce qu'on appelle un flair. On attrapait de la lueur dans la pellicule, une lueur bleue dans la pellicule. I com que era una escena complicada, amb una de les millors preses va entrar un raig de llum que dona un to blau a la pel·lícula. Et au rush, ça a été un drame énorme.
I aleshores, quan vam veure la projecció, allò va ser un drama terrible. Jamais les gens vont accepter ça. Ça, il faut couper, il faut remonter, il faut retourner. El productor em deia, la gent no acceptarà això, ja s'ha de tallar, s'ha de tornar a rodar, s'ha de remuntar-ho. Et mon chef opérateur essayait d'expliquer qu'à Panavision, à la demande des metteurs en scène, ils avaient créé des objectifs qui ramenaient des flares, parce qu'on jugeait que c'était ce qui donnait un côté moderne au cinéma, c'était ces irruptions de lumière dans l'image. Donc ils avaient créé un objectif spécial pour mettre des flares. I en canvi el meu director de fotografia va tenir que explicar que a Panavision havien creat un objectiu específic que creava artificialment aquest tipus d'entrades de llum perquè això donava un aire molt modern a les pel·lícules. Là, on avait vraiment deux écoles de gens qui se parlaient pas, qui se comprenaient pas. I veritablement era la confrontació entre dues escoles de gent que entre ells no s'entenien. Le metteur en scène de 16 mm, comment le metteur en scène américain qui a fait 16 mm, je crois, ou 8 mm. Ah oui, oui. Là, lui, il utilise dans chaque plan, il y a des flares. A la pel·lícula 8 mil·límetres, a cada pla hi ha entrades de llum com aquesta. Et dans le film, on a gardé la prise que je voulais, et ça a toujours marché, mais on a dû perdre 5 heures en discussion sur ce sujet comme ça. Ben bé vaig perdre 5 hores en discussions com aquestes. Era terrible, una darrere l'altra. C'était vraiment terrible. C'était vraiment une perte d'énergie pour rien du tout. Realment era terrible. Era una pèrdua d'energia per res. Sur des gens qui se focalisent sur des détails et qui ne voient jamais l'ensemble d'un film, l'ensemble du film. I això estava provocat per gent que s'obsessionen amb detalls i que no veuen el conjunt de la pel·lícula. Un parell d'últimes preguntes? Pues 3. Vale. Jo li volia preguntar per la Nouvelle Vague, sobre la seva relació amb la Nouvelle Vague, sobretot veient que la llista de pel·lícules franceses seleccionades al cicle que posareu vosaltres no n'hi ha cap d'autor representatiu de la novel·la, tot i que ell va tenir una certa relació. O sigui, podria valorar una mica la influència, tant per bé com per malament, que ha tingut la Nouvelle Vague en el cinema francès. La question c'est sur la Nouvelle Vague, et il est un peu surpris qu'il n'y a aucun film de la Nouvelle Vague dans la sélection de films que tu as proposé pour cette rétrospective. Quel a été ton rapport avec la Nouvelle Vague pour il a été très, 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 très bon. J'ai été l'attaché de presse de Jean-Luc Godard. J'étais l'attaché de presse de quand même 3 films de Jean-Luc Godard. Bueno, hi va haver una bona relació perquè jo vaig ser l'attaché de premsa de 3 pel·lícules de Godard. Que j'ai été aussi de Chabrol. J'ai travaillé sur 11 films de Chabrol. També vaig treballar a 11 pel·lícules de Chabrol. J'ai fait les films de Varda, de Rosier, de Demy. També vaig treballar en pel·lícules d'Agnès Varda, de Jacques Rossier, de Jacques Demy. Non, c'est simplement, on m'avait demandé, moi, des films en rapport avec l'époque du documentaire, c'est tout. Mais je pense pas, cela dit, je pense pas qu'il y ait des films méconnus dans la Nouvelle Vague, dans les cinéastes de la Nouvelle Vague. Je pense pas. Il y a des films qui sont connus et à juste titre, mais il n'y a pas de films méconnus. Alors qu'il y a énormément de films méconnus dans le cinéma classique français. Bé, la meva selecció se centra en l'època anterior a la Nouvelle Vague i tinc en compte una paradoxa, que és que amb la Nouvelle Vague no hi ha pel·lícules desconegudes, totes són molt conegudes i estan en primera línia i són evidents per tothom, mentre que, en canvi, del període anterior hi ha moltes pel·lícules que són desconegudes o poc conegudes. Les très grands films de la Nouvelle Vague sont tous connus. Les 400 coups, la chambre verte, L'enfant sauvage de Truffaut sont très connus. Les grands films de Godard, Pierrot le Fou, Le Mépris, sont constamment diffusés. Les films bon. En plus, je ne sais pas ce que c'est que la Nouvelle Vague, puisqu'on regroupe des cinéastes qui n'ont rien à voir sur cette étiquette. Quel est le point commun entre Chabrol et Godard ? Bon.
Voilà. No sé, és que d'altra banda no sé ben bé què és la Nouvelle Vague, perquè és un grup de cineastes que no tenen res a veure amb uns amb els altres, que té a veure el Chabrol amb Godard, per exemple. I en canvi doncs, citava això, totes les pel·lícules de la Nouvelle Vague són conegudes, els 400 cops, Truffaut, Godard, etc. Oui. Entre René et Godard ou René et Romer, il n'y a pas beaucoup de points communs. Que hi ha en comú entre René, Godard i Romer, per exemple. Mais je pense que dans les années 30, 40, 50, il y a encore beaucoup de films qui sont peu connus, d'ailleurs qui quelquefois n'ont pas été restaurés, n'existent pas en DVD. En canvi, de la filmografia entre els 30 i els 50 hi ha moltes pel·lícules que són poc conegudes, que mai han estat restaurats, que no hi ha edició en DVD. Et moi, j'aime pas penser en termes d'école, qui sont des choses complètement fausses, souvent, et simplificatrices. J'aime penser en tant qu'œuvre. Jo no penso en termes d'escola, que a vegades és poc significatiu. Penso més aviat en termes d'obra. Par exemple, je trouve qu'il y a des cinéastes qui ne sont pas assez connus, c'est les cinéastes qui ont fait des films en même temps que la Nouvelle Vague, mais qui n'appartenaient pas au mouvement de la Nouvelle Vague. Alors ceux-là ont été laissés de côté. Per exemple, doncs, s'ha marginat els cineastes que eren contemporanis de la Nouvelle Vague, però que no formaven part de la Nouvelle Vague. Par exemple, un film écrit par Jean Giono, qui s'appelle Un roi sans divertissement, de François Leterrier. On peut dire que c'est un film méconnu. Per exemple, una pel·lícula escrita per Jean Giono, que es diu Un roi sans divertissement, i dirigida per François Leterrier, és una pel·lícula absolutament desconeguda. Elle est sortie à l'Espagne à l'époque. Ou la 317e section de Pierre Schoendorfer, c'est un film qui reste un des grands chefs-d'œuvre de l'époque et qui était un petit peu mis de côté par rapport à la Nouvelle Vague. O, per exemple, la secció 317 de Pierre Schoendorfer sobre Indochina, doncs, que va ser una pel·lícula també marginada per la Nouvelle Vague. Mais il y a tellement de films que j'ai aimés dans les gens de la Nouvelle Vague, que j'ai adorés, que non, il n'y a pas du tout d'exclusion. C'est un peu le hasard là qui est ça. Sí, però també m'han agradat moltes pel·lícules de la Nouvelle Vague. No hi ha una exclusió per part meva. Blanca? Sí. Jo voldria preguntar-li, a veure, ha tractat molts temes socials, polítics, amb la seva obra. Ara, en aquests moments, tenim un gran problema, una gran pregunta, que ell deia, que moltes vegades es formula preguntes, que és tot el relatiu entorn al problema dels refugiats a Europa, tant des del punt de vista polític de tota Europa, França, qualsevol país. M'agradaria saber si amb ell aquesta qüestió li suggereix algun projecte o què és el que pensa. Est-ce que tu es motivé pour faire un film, pour tourner un film sur le réfugié en Europe en ce moment? Qu'est-ce que tu en penses? Faut trouver un... Comment dire? Je suis pas journaliste. Pour le moment, le travail des réfugiés, c'est, je sais pas, je sens que c'est d'abord un travail de journaliste. J'ai jamais beaucoup aimé faire de films sur l'actualité immédiate. Je pense qu'il y a des cinéastes géniaux qui le font, et que je pense, moi, j'ai du mal. Je ne sais pas le faire. Je pense que Ken Loach pourrait le faire, très bien. Qu'il y a des gens qui l'ont fait. Gianni Amelio avait fait un film, déjà. Mais j'ai pas de sujet. Vous savez, pour moi, les réfugiés, c'est pas un sujet. Les réfugiés, j'ai pas... vous me dites les réfugiés, si j'arrive à trouver un angle, une approche... quelque chose là. C'est un sujet où je m'implique en tant que citoyen là, mais pour le moment
Dans votre question, vous me faites penser toujours à des gens qui me disent vous devriez faire un film sur la résistance. Je leur dis mais c'est un mot, la résistance. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. J'ai eu des coups de cœur, des envies de faire des films quand tout d'un coup j'ai trouvé, par hasard quelquefois, une entrée, une manière d'en parler. Si je ne trouve pas mieux que des gens qui ont fait des documentaires extraordinaires sur ce sujet, là, je préfère me taire. La resposta no és que jo no soc un periodista i no sé treballar sobre l'actualitat immediata. Hi ha cineastes que ho fan meravellosament bé, però jo no sé fer-ho. Potser Ken Loach ho podria fer, o Gianni Amelio ja ho va fer en el seu moment. Jo per involucrar-me en un tema com aquest el que necessito és realment un tema, una història. M'hi puc implicar més o menys com a ciutadà, però la seva pregunta em fa venir una altra pregunta que m'han fet en alguna ocasió, que és per què no he fet una pel·lícula sobre la resistència. Per mi la resistència és una paraula, no és un tema, no és un argument. I jo per entrar dintre d'un tema d'aquesta dimensió el que necessito és una porta d'entrada, una forma a través de la qual poder-ne parlar. Oui, et comment parler des réfugiés sans parler du régime de Bachar al-Assad, sans parler du rôle extrêmement trouble et terrible de la Turquie, et comment parler du rôle de la Russie qui crée ces réfugiés. I per parlar d'aquest tema, com parlar-ne sense fer referència a Síria i a l'Assad, al paper absolutament tèrbol de Turquia, o al paper que juga Rússia i que crea i que provoca aquesta onada d'immigrants. Oui. Et du rôle effroyable de certains gouvernements hongrois ou viennois. O del paper absolutament horrible dels governs hongarès o austríac. Ou du fait que parmi les réfugiés en France, des réfugiés syriens, il y avait 2-3 personnes qui ont participé aux attentats, qui étaient des terroristes qui utilisaient ce moyen-là pour rentrer en France. O de la paradoxa que entre els refugiats sirians que han arribat a França hi havia 2 o 3 que eren terroristes que van utilitzar aquest mitjà per entrar a França. C'est un truc très complexe et disons que moi, je mets beaucoup de temps avant d'écrire un sujet et que j'avais deux ou 3 autres sujets sur lesquels je travaille, mais avant, je suis désolé, mais j'ai encore 9 heures à monter sur le cinéma français et que ça me prend beaucoup de temps. És un tema molt complex, jo necessito temps per entrar en un tema com aquest i abans de ficar-m'hi, excusin-me, però encara tinc pendent de muntar 9 hores, que serà la versió de televisió de la seva pel·lícula sobre el cinema francès. Qui sont la suite pour la télévision, la suite, et ça n'a rien à voir, ce ne sera pas la version longue, ce sera complètement différent du film de 3h15 montré à Cannes. I serà una versió completament diferent de la versió de 3 hores i quart que s'acaba d'estrenar a Cannes. Mais, donc je peux que vous décevoir, c'est que ça me prend du temps de monter 9 heures de film. Però muntar 9 hores de pel·lícula, necessito temps, cregui'm. De trouver les documents, les archives, d'écrire les textes, de les enregistrer, de vérifier les séquences qu'on va prendre, de trouver les droits, de faire restaurer les films. Els documents, els textos, els drets... Ça demande un peu de travail. Tot això reclama molt de feina. Bé, doncs deixem-ho aquí. Moltes gràcies. Recordo que aquesta tarda, demà a la tarda i dijous a la tarda hi haurà 3 trobades més amb el públic per part de Bertrand Tavernier. Moltes gràcies. Merci Bertrand.